Oui, donc bonjour, et merci Martin de m'avoir invité à donner un séminaire où je vais donc parler de cryptographie pour suivre le cours qui vient d'être présenté sur la cryptographie, et je vais tout particulièrement tenter de vous expliquer ce que la crypto peut vous apporter et peut garantir. Puisque comme Martin l'expliquait, parfois il faut faire attention, pas forcément se fier à l'intuition, et donc on va essayer de voir ce que l'on peut vraiment garantir avec la cryptographie. Et donc pour cela, je vais commencer par une introduction à la cryptographie avec les objectifs et un bref historique pour retracer les évolutions des techniques cryptographiques. Ensuite, j'entrerai donc dans le vif du sujet de la sécurité. Alors, prouvable ou prouvé, effectivement, on prouvera les notions de sécurité, donc on peut parler de sécurité prouvée. Et j'illustrerai ces propriétés, ces notions de sécurité prouvée sur la sécurité des schémas de signature et des schémas de chiffrement. Donc au début, j'illustrerai la cryptographie plutôt avec de la cryptographie symétrique à clé secrète, et ensuite je parlerai plus de cryptographie asymétrique à clé publique. Donc pour commencer, on a toujours cherché à échanger des données, des communications avec un maximum de confiance. Et avec ce monde tout numérique, les besoins de confiance se sont accrus, et vous avez maintenant très régulièrement l'utilisation d'appareils à vocation cryptographique sur vous ou près de vous. Notamment, vous avez avec vous votre carte bancaire et sa carte à puce qui sécurise les transactions bancaires, votre carte SIM dans votre téléphone portable qui sécurise les communications téléphoniques, et la carte et la puce qu'il y a également dans votre carte Navigo pour vous authentifier auprès des transports en commun. Vous avez également chez vous ou au bureau, donc quand vous surfez sur Internet, vous utilisez parfois donc de la cryptographie pour sécuriser vos communications. Quand vous vous connectez à un serveur Wi-Fi, vous avez également de la cryptographie. Ou dans les stations de jeu, la cryptographie sert à ce que la console de jeu authentifie la provenance des programmes qui tournent sur cette console. Donc la cryptographie, comme vous pouvez le voir, donc, a plusieurs objectifs, plusieurs rôles. Et donc, les besoins effectivement de sécurité sont assez variés. Le tout premier historique était le problème de la confidentialité, qui consiste à garantir la confidentialité des messages échangés, l'authenticité, donc qui garantit l'identité des interlocuteurs, de l'expéditeur d'un message, et l'intégrité, donc qui garantit qu'un message n'a pas été altéré lors de son transfert. Et lorsqu'on parle d'altération ici, on parle d'altération par un attaquant intelligent et pas une altération accidentelle. Et donc, en général, la cryptographie concerne des contextes à deux utilisateurs. On parle habituellement de Alice et Bob, l'émetteur et le destinataire. Mais de plus en plus, on considère également la cryptographie au sein de groupes, où là, cette fois-ci, ce ne sont pas Alice et Bob contre un adversaire, mais éventuellement, l'adversaire peut faire partie des membres du groupe. En termes de sécurité, donc comme le disait Martin tout à l'heure, la cryptographie ne fait pas tout dans la sécurité, et notamment, elle ne concerne pas du tout, en tout cas, elle ne résout pas du tout les problèmes de disponibilité, mais elle pourrait affecter, et donc il ne faut pas qu'elle affecte la disponibilité. Et donc une des préoccupations également lorsque l'on décrit des systèmes cryptographiques, c'est l'efficacité de ces systèmes afin que la disponibilité, que l'efficacité ne soit pas impactée. Alors, un petit historique donc, sur les systèmes cryptographiques. Et, on peut retrouver des besoins de confidentialité bien avant notre ère, et notamment des systèmes de chiffrement ont été recensés bien avant Jésus-Christ. Et vous avez ici quelques techniques anciennes, mais qui préfigurent déjà bien des techniques encore utilisées actuellement.
à savoir les permutations et les substitutions. Donc vous avez ici la citale où vous enroulez un ruban, vous avez écrit votre message sur le ruban, vous l'enroulez et après vous lisez les lettres dans l'autre sens. Et donc il s'agit ici d'une permutation. Le chiffré contient exactement les mêmes caractères que le message clair, mais dans un ordre permuté. Vous avez le disque d'Alberti ou le cylindre qui, là, cette fois-ci, sont plutôt des systèmes de substitution, soit monoalphabétiques où chaque lettre est modifiée de la même manière indépendamment de sa position, ou polyalphabétiques où les substitutions peuvent dépendre de la position. Ces techniques sont peu pratiques et surtout ont l'inconvénient d'avoir leur sécurité, si sécurité il y a, qui repose sur le secret du mécanisme. Et donc, on ne peut pas tellement imaginer de déployer ces techniques. Néanmoins, donc, comme je le disais, elles préfigurent bien des techniques utilisées par la suite. Et suite, comme l'évoquait Martin, suite au principe de Kerckhoff, qui préconise que les systèmes cryptographiques doivent pouvoir être publics, donc ce qui n'était pas le cas dans les mécanismes que j'ai présentés précédemment. Nous sommes orientés vers des techniques qui continuent à utiliser ces techniques de substitution et de permutation, mais cette fois-ci en étant publiques, et seule une information de petite taille, un paramètre, paramétrise l'algorithme de chiffrement et de déchiffrement, ce qu'on appelle la clé secrète. Donc, avec le temps également, on a tiré parti de l'évolution technologique et notamment l'apparition de l'électricité, de la mécanique. Vous avez ici Enigma, une machine électromécanique où le paramétrage initial, aussi bien du chiffreur que du déchiffreur, consiste à des choix de connectique ou de choix de rotor. Et donc, grâce à ces techniques plus évoluées, donc on a pu utiliser des substitutions et des permutations plus complexes, qui, a priori, rendaient plus complexes également les attaques, mais malgré une complexité supérieure, cette machine a été cassée justement suite à des attaques à messages clairs partiellement connus par Alan Turing pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce que cela illustre, c'est qu'il ne suffit pas de complexifier les systèmes pour espérer avoir une sécurité, une bonne sécurité. Donc, une analyse de sécurité est nécessaire. Et c'est ce dont on a pris conscience donc, au milieu des années 70, où la cryptographie a changé de statut et est devenue une science. Et donc ici, là, je regroupe sur ce transparent un peu les deux concepts de cryptographie qui ont cours maintenant, donc comme l'évoquait Martin. Donc la cryptographie, notamment là, je parle uniquement de chiffrement. Le chiffrement à clé secrète, où donc on a un paramétrage commun aussi bien pour l'algorithme de chiffrement E que pour l'algorithme de déchiffrement D, et ce paramétrage commun, et cette clé secrète partagée entre Alice et Bob. La cryptographie à clé publique, qui a été également qui est apparue qui a été proposée en 1976 par Diffie-Hellman, où là cette fois-ci nous avons un paramétrage distinct pour le chiffrement et pour le déchiffrement. Le paramétrage du chiffrement est public, bien sûr spécifique à Bob, le destinataire du message. Donc Alice paramétrise le chiffrement avec la clé publique de Bob, et Bob paramétrise l'algorithme de déchiffrement avec sa clé privée, qui lui permettra donc d'inverser le processus appliqué par Alice. Donc, pour poursuivre donc, dans ces évolutions des techniques de chiffrement, donc au milieu des années 70, donc, comme je le disais, les techniques se sont renforcées, et notamment donc, le DES a été proposé et est resté finalement non cassé, et même est finalement considéré tout le temps non cassé, sauf la faible taille des clés qui a rendu la force brute possible, mais aucune attaque réellement meilleure que la force brute n'a pu être mise en évidence, ce qui montre bien que le DES a été construit en faisant attention à un certain nombre d'attaques qui pouvaient être mises en œuvre contre les systèmes cryptographiques. Et en 2001, donc la norme de chiffrement international AES a été sélectionnée
selon également des critères, des arguments de sécurité selon un certain nombre d'attaques. Mais alors, donc j'en arrive justement maintenant à qu'est-ce que cela signifie, que sont ces critères de sécurité, qu'est-ce que signifie la sécurité. Comme l'illustrait tout à l'heure Martin avec le one-time pad ou donc le chiffrement à masque jetable, on pourrait souhaiter avoir une sécurité parfaite, ce qu'on appelle inconditionnelle, ou au sens de la théorie de l'information, c'est ce qui signifie que la vue du chiffré ne doit fournir aucune information sur le message clair, pour qui n'a pas connaissance de la clé secrète, même pour un attaquant qui aurait une puissance de calcul infinie et un temps illimité. Donc c'est ce qu'on appelle la sécurité parfaite au sens de la théorie de l'information. Le chiffré ne contient pas d'informations sur le message clair, seule la réunion du chiffré et de la clé de déchiffrement fournissent l'information sur le message clair. Mais en pratique, comme l'évoquait Martin tout à l'heure, le one-time pad satisfait cette notion de sécurité, mais le one-time pad n'est pas pratique et surtout, par exemple pour ce qui est de la cryptographie asymétrique, on sait qu'on ne peut pas atteindre ce niveau de sécurité. Mais ça ne réduit pas la cryptographie à néant. En pratique, les attaquants ne sont pas des attaquants tout puissants, ils ont un temps limité pour mettre en œuvre leur attaque et ont une puissance de calcul limitée. Donc on ne va pas se limiter à la théorie de l'information, mais on va se placer dans le contexte de la théorie de la complexité, où donc on modélise les acteurs, aussi bien les acteurs légitimes, Alice, Bob, que l'adversaire, par des machines de Turing polynomiales probabilistes, ou plus concrètement, on fera tourner les programmes sur des ordinateurs donc qui ont bien sûr une puissance de calcul bornée et on souhaite le résultat dans un temps limité. Alors, donc, comme je l'évoquais, donc ce que l'on espère de la cryptographie symétrique, c'est que le secret de la clé privée, la clé secrète, la clé partagée doit garantir la confidentialité des communications. Pour la cryptographie asymétrique, on souhaite que le secret de la clé privée de Bob garantissent la confidentialité des communications, mais encore faut-il le prouver. Et donc c'est tout l'objet de la sécurité prouvée. Et donc plus généralement, que signifie sécurité, que signifie confidentialité? Et donc pour cela, nous devons définir formellement ces notions de sécurité avec modéliser ce que l'on veut se prémunir contre un éventuel attaquant. Et ensuite, il faut montrer que l'on arrive à garantir que le système cryptographique que l'on décrit garantit bien, satisfait bien les notions de sécurité que l'on vient de proposer, et c'est donc la sécurité prouvée. Et donc, comme je le disais, on se place dans le contexte, dans le cadre de la théorie de la complexité. Et donc, les preuves de sécurité sont à l'aide de réduction, comme on peut le faire entre des problèmes en théorie de la complexité. Donc, ce que l'on va montrer, c'est que casser le système cryptographique est aussi difficile ou plus difficile que casser un problème bien identifié. Et donc pour cela, on va faire une preuve par l'absurde en partant du principe, de l'hypothèse, qu'il existerait un attaquant contre le système cryptographique et on va construire une réduction autour de cet attaquant, donc qui utilise cet attaquant comme sous-programme. Et cette réduction est en mesure, à partir d'une instance difficile, donc d'un problème réputé dur, est en mesure, grâce à des appels à cet attaquant, à trouver une solution à ce problème difficile. Donc si le problème est effectivement difficile, il n'existe pas d'algorithme global contre ce problème difficile, et donc notre réduction, nous on l'a construite, on sait qu'elle est efficace, ça contredit l'existence d'un attaquant efficace. Alors plus concrètement, pour la sécurité, donc pour prouver la sécurité d'un système cryptographique, on doit bien identifier un certain nombre de choses. Donc tout d'abord, comme je le disais, bien modéliser ce que l'on souhaite comme notion de sécurité, bien définir le modèle de sécurité. Et ceci, on le fait par ce qu'on appelle un jeu de sécurité, où on a donc l'attaquant qui joue contre un challenger, qui va lui poser des questions. L'attaquant a éventuellement accès également à des oracles, c'est ce qui modélisera les accès aux informations extérieures que l'attaquant peut avoir, donc comme on le verra tout à l'heure, éventuellement l'accès à des
à un oracle de déchiffrement, à un oracle de signature. Et le challenger donc pose les questions à l'attaquant et à la fin de ce jeu de sécurité, le challenger dit oui, l'attaquant a gagné ou non, l'attaquant n'a pas gagné. Et bien sûr, ce jeu de sécurité va modéliser ce que l'on souhaite, le jeu que l'on souhaite que l'attaquant ne soit pas en mesure de gagner en temps raisonnable avec probabilité trop importante. Ensuite, on construit une réduction qui revient finalement à simuler les oracles et le challenger en interagissant toujours avec l'attaquant. La difficulté est bien sûr de faire croire à l'attaquant qu'il est toujours dans le contexte de l'attaque. Et ce simulateur qui interagit avec l'attaquant va prendre en entrée une instance difficile et, grâce aux interactions qu'il va avoir avec l'attaquant, exploiter la puissance, les capacités de l'attaquant pour résoudre cette instance difficile. Alors bien sûr, donc le troisième point est d'identifier également les instances que l'on admet difficiles et quels sont les problèmes que l'on considère, que l'on reconnaît comme difficiles. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit là cette fois-ci donc de preuves par l'absurde, puisque ce que l'on va faire comme hypothèse initiale, c'est qu'il existe un attaquant efficace contre le jet de sécurité. Nous allons construire un simulateur que l'on sait également efficace, donc une réduction efficace capable de résoudre le problème difficile. Le problème difficile ne peut pas admettre d'algorithme efficace pour le résoudre, donc on a une contradiction. La contradiction est sur l'hypothèse initiale de l'existence d'un attaquant efficace. Alors, ces problèmes de base difficiles sont variés, mais le plus classique est le problème de la multiplication ou de la factorisation. Donc, autant est-il facile de multiplier deux grands nombres, autant il est difficile de les séparer. Et donc, vous avez ici là, les records, les derniers records de factorisation, avec donc celui qui a fait pas mal de bruit en 1999, la factorisation d'un nombre de 512 bits, puisque c'était la taille des modules RSA utilisés sur Internet à l'époque. Récemment, donc, on a factorisé un nombre de 768 bits. Et donc, on estime actuellement donc, les complexités suivantes, c'est-à-dire qu'on estime à 2 puissance 64 opérations le coût calculatoire qu'il a fallu regrouper pour factoriser le nombre de 768 bits. On estime à 2 puissance 80 opérations pour 1024 bits, etc. Alors j'ai mis en 2 puissance 80 opérations en rouge, puisqu'en fait c'est ce qu'on estime actuellement comme étant une puissance de calcul que l'on ne peut pas réunir pour le moment. Donc c'est la borne de sécurité que je prendrai comme référence par la suite dans les exemples que j'utiliserai pour illustrer mes propos. Donc on se fixera comme limite de puissance 80 opérations, ce qui évoluera bien sûr dans le temps. Et donc, les réductions, donc comme je l'évoquais, peuvent avoir des coûts plus ou moins importants. Donc on ne se contente pas de parler de réduction polynomiale comme on le fait classiquement en théorie de la complexité, où on essaie de montrer simplement que des problèmes sont polynomialement équivalents. Là, pour réussir à connaître plus finement la dimension des paramètres qu'il faut choisir en fonction du niveau de sécurité souhaité, on doit étudier concrètement le coût de la réduction. Donc là, maintenant, supposons qu'on a un attaquant qui fonctionne en temps petit t, notre réduction, notre simulateur va interagir avec l'adversaire et va fournir finalement un algorithme global contre le problème difficile en un temps grand t, qui est une fonction qui dépend du petit t, du temps de l'attaquant, en fonction du nombre d'interactions qu'il peut y avoir avec l'attaquant et des calculs supplémentaires qui peuvent être faits. Et ces réductions peuvent être ce qu'on appelle soit lâches, soit fines. Et selon donc, la finesse de la réduction, les implications sur les tailles de paramètres vont être importantes. Supposons qu'on a une réduction assez mauvaise, c'est-à-dire où le temps de l'attaque, l'algorithme qui casse la factorisation, par exemple, à partir d'un attaquant qui fonctionne en temps petit t, l'algorithme de factorisation nécessite k puissance 3 fois t opérations, où k est le paramètre de sécurité, en l'occurrence la taille du module. On remarque que si on a un attaquant
si on veut un niveau de sécurité en 2 puissance 80 et donc montrer l'impossibilité d'un attaquant en moins de 2 puissance 80 opérations, donc on suppose qu'on a un attaquant qui a une complexité petit t un petit peu inférieure à 2 puissance 80, eh bien notre algorithme contre la factorisation va être en grand T qui est que l'on sait simplement être plus petite que 2 puissance 110, puisque K étant 2 puissance 10, K3 c'est 2 puissance 30, 2 puissance 30 fois 2 puissance 80, on obtient 2 puissance 110. Donc on obtient un algorithme capable de factoriser des modules de 1024 bits en 2 puissance 110 opérations, qui ne contredit en rien le meilleur algorithme contre la factorisation d'un entier de 1024 bits. Pour 2048 bits, pareil, on n'obtient pas mieux que le meilleur algorithme contre un entier de 2048 bits. En revanche, ça nous donne une contradiction sur 3072 bits. Donc si nous avons un système cryptographique avec une telle réduction, ça nous donne un niveau de sécurité de 2 puissance 80 à la condition que nous utilisions un module RSA d'au moins 3072 bits. En revanche, si on arrive à obtenir une réduction fine, par exemple où grand T est de l'ordre de petit t, eh bien, avec, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1048 bits, mais avec 1024 bits, on obtient directement une sécurité de 2 puissance 80. Donc, la factorisation donc, est un problème classique, problème difficile classique, mais plus généralement, on peut utiliser des fonctions à sens unique, où je vais noter f, un générateur de fonctions à sens unique de grand X dans grand Y, et cette fonction petit f est à sens unique si il est facile de calculer f de x à partir de petit x, mais il est difficile de retrouver un antécédent de f de x, étant donné uniquement l'image f de x. La factorisation a également donné lieu à des variantes, donc déjà évoqué le problème RSA, qui est une fonction à sens unique, à savoir, étant donné x et e et n, il est facile de calculer x puissance e modulo n. En revanche, retrouver la racine e-ième modulo n est un problème difficile, sauf pour qui connaît la factorisation de petit n, puisque la factorisation de petit n permet de retrouver l'exposant d'inversion de déchiffrement. Donc ce problème est supposé aussi difficile que la factorisation, et les facteurs premiers fournissent une trappe à l'inversion. Donc là, cette fois-ci, on parle de fonctions à sens unique, de permutations à sens unique à trappe. Alors, maintenant que j'ai précisé un petit peu le cadre de la sécurité éprouvée, des notions de sécurité qu'il va falloir définir et les problèmes de base sur lesquels on va se reposer, je vais maintenant illustrer tout cela sur la signature puis le chiffrement. Alors, je vais commencer donc par le problème de la signature, dont l'objectif est de garantir l'authentification de l'émetteur du message. Et donc, nous avons le message M qui va passer dans l'algorithme de signature paramétré par la clé de signature de l'expéditeur, KS. Cet algorithme génère sigma la signature. Et à l'autre bout du canal de communication, donc Bob pourra, grâce à la clé de vérification d'Alice, vérifier la correspondance de la clé de vérification, la signature et le message. Et donc cet algorithme de vérification va se contenter de répondre oui ou non. La signature a bien été générée par le propriétaire de la clé secrète associée à la clé de vérification. Alors, que signifie un schéma de signature sûr ? Et donc, je vais construire petit à petit le jeu de sécurité qu'il sera bon d'utiliser et de satisfaire par la suite. Alors, la première notion de sécurité qui pourrait venir à l'esprit, c'est donc la notion d'impossibilité de faire des forges, et donc où l'attaquant a bien sûr accès à la clé de vérification, puisque la clé de vérification doit être publique afin de permettre à qui le souhaite de vérifier une signature émise par Alice. Donc on a l'algorithme de génération de clés qui génère la clé de signature, la clé de vérification. La clé de vérification est donnée à l'attaquant, et le but de l'attaquant, c'est de générer un couple message-signature valide, donc qui franchissent le test de vérification. La vérification sur KV, M et sigma répond oui. Donc on va quantifier la qualité d'un attaquant contre cette notion de falsification, donc ce qu'on appelle falsification existentielle.
Et donc, c'est l'algorithme de génération de clés génère des clés, l'attaquant reçoit la clé publique, génère un couple message-signature, et l'attaquant a gagné si le couple message-signature est valide sous la clé KV. Donc, on souhaite que pour un attaquant qui a un temps raisonnable de calcul, ne doit pas être en mesure de gagner trop souvent ce jeu de sécurité, ou même la probabilité de gagner ce jeu doit être négligeable. C'est la première notion de sécurité qui peut vous venir à l'esprit, mais comme le disait Martin tout à l'heure, l'intuition n'est pas forcément suffisante. Alors oui, comme je le dis, l'attaquant ici ne connaît que la clé publique, et c'est pour ça que l'on parle de NMA, No Message Attack, donc l'attaquant n'a pas de connaissance de couple message signé. Alors comme je le disais, donc l'intuition peut être mise en défaut. Donc la notion de sécurité que je viens de définir, eh bien, on peut voir qu'elle est satisfaite par le schéma très simple que je propose ici, où on prend l'algorithme de génération de clés génère une fonction à sens unique, un élément petit x dans grand X, et calcule petit y comme étant f de x. La clé secrète sera le petit x, la clé publique, la fonction f est l'élément y. Et quand pour signer un message M, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement révéler la clé secrète. Et quand quelqu'un qui veut vérifier la signature, ne va même pas avoir besoin du message, va simplement vérifier que la signature est bien d'un antécédent de y par la fonction f. Donc on voit bien déjà ici, quand on voit le schéma, que ça semble un petit peu bizarre, puisque la signature ne dépend pas du tout du message. Néanmoins, sous la propriété à sens unique de f, eh bien, la notion de sécurité que j'ai présentée sur le transparent précédent est satisfaite, puisque quelqu'un qui serait, grâce à la seule vue de la clé publique f, y, en mesure de générer une signature, est en fait capable d'inverser la fonction f, et donc est capable de casser la one-one-s de f. Et donc, par définition de la one-one-s, ceci n'est pas possible. Et donc, on voit ici que, en revanche, la connaissance d'une seule signature vous révèle la clé secrète, et donc vous pouvez signer n'importe quoi ensuite. Il faut en effet réaliser que non seulement la clé publique la clé de vérification doit être publique, mais également des signatures vont être révélées. Et donc, il ne faut pas se contenter des notions de sécurité sans message connu, mais avec des attaques à message connu. L'adversaire doit pouvoir avoir accès à une liste de messages signatures. Donc, voyons la construction suivante, un petit peu plus complexe, où on a encore une fois donc, une fonction à sens unique f qui est générée par l'algorithme de génération de clés. Et cette fois-ci, donc, on va générer deux cas éléments x, ij aléatoires. Et la clé publique va être les y, ij, f de x, ij. La clé secrète sera le vecteur de tous les x, ij. Et la clé publique sera la fonction f et toutes les images, donc tout le vecteur y également. Cette fois-ci, maintenant, quand je vais signer un message M, ce que je vais révéler, c'est un message M de longueur K. Ce que je vais révéler, c'est les antécédents, c'est les XI, mais aux positions uniquement de la valeur des bits du message M. C'est-à-dire que si le premier bit de M vaut 1, je vais révéler X1, 1. Si le deuxième bit vaut 0, je vais révéler l'élément X2, 0, et etc. Donc, je vais révéler une séquence d'éléments X, I, M, I qui vont bien sûr satisfaire l'algorithme de vérification qui va vérifier que les X', I, puisque là, cette fois-ci, j'ai un vecteur de taille K exactement, que pour chaque indice, f de X', I est bien égal à Y, I, M, I. Et encore une fois, on peut voir aisément que sous la propriété de one-one-s de la fonction f, on a encore le niveau de sécurité précédemment évoqué, puisque si l'attaquant est capable de signer, pour signer un message, il doit être en mesure de retrouver un antécédent d'au moins un des YIJ, et même si je lui fournis la signature d'un message, par exemple prenons 0 puissance k, je vais lui révéler tous les XI0, il ne sera pas en mesure de signer un autre message puisqu'il ne connaît aucun XI1. Donc, il ne pourra re-signer que le message M égale 0 puissance K. Donc, on a là, cette fois-ci, une sécurité un petit peu plus forte que tout à l'heure. Néanmoins, s'il me demande la signature de 0 puissance K et la signature de 1 puissance K, je vais lui révéler tous les XI0 et tous les XI1. Il aura l'intégralité de la clé secrète.
Donc les messages peuvent être aussi sous le contrôle de l'attaquant. Il peut me demander de signer un document qui peut sembler anodin. Et donc le niveau de sécurité que l'on souhaite être satisfait par les signatures et l'impossibilité de falsification existentielle sont des attaques à message choisi, ce qu'on appelle chosen message attacks. Et donc le jeu de sécurité est le suivant, où donc l'attaquant reçoit en entrée la clé de vérification. Il peut demander autant de messages à l'algorithme de signature, autant de messages qu'il souhaite à l'algorithme de signature. Il reçoit les signatures correspondantes et l'attaquant gagne s'il est en mesure de retourner un couple message-signature valide pour un message différent de tous les messages qu'il a demandé au préalable à l'algorithme de signature. Et donc on modélise le niveau de sécurité par la probabilité suivante, l'attaquant, donc la probabilité qu'un attaquant a de gagner ce jeu de sécurité. Donc ce que l'on souhaite, quand on dit qu'un schéma de signature est sûr, il doit garantir que pour tout attaquant en temps raisonnable, sa probabilité de succès doit être négligeable. Alors, voyons maintenant concrètement des schémas de signature, et notamment donc, la signature RSA, donc la signature RSA de base, donc qui est où l'algorithme de génération de clés génère deux nombres premiers, un exposant V, je note V ici puisque c'est l'exposant de vérification. La clé secrète, c'est l'inverse de c'est petit s qui est l'inverse de V modulo phi de n, c'est-à-dire l'exposant d'inversion RSA. Et la clé de vérification, c'est le couple NV. Le but de la vérification, c'est de vérifier que la signature est bien une racine VM de petit m, ce que le signataire est en mesure de faire grâce à sa clé secrète petit s, puisque la clé secrète petit s, l'exposant petit s est l'exposant la puissance qui permet de calculer des racines VM. Donc le sigma est une racine VM, ce que l'algorithme de vérification vérifie. Eh bien, pour ce qui est de cette signature de base RSA, eh bien, elle n'est même pas sûre au niveau le plus bas que j'ai présenté sur un des premiers transparents. Il n'est même pas existentiellement non forgeable sur les attaques sans message connu. Pourquoi ? Parce qu'à partir de simplement la clé publique, je suis en mesure de générer un couple message-signature valide. Comment est-ce que je fais ? Je prends une signature quelconque et je calcule le message qui fait que le message est bien, qui fait que la signature est bien une signature valide pour ce message. Par construction, M égale sigma puissance V est bien signé par la signature sigma. Vous me direz, ce n'est pas forcément grave puisque le message que je vais obtenir comme message signé, c'est un message que je n'ai pas vraiment de contrôle dessus puisqu'il est le résultat de sigma puissance V. Néanmoins, en faisant plusieurs choix sur sigma, je vais être en mesure de, en tout cas, contrôler un certain nombre de bits de M et cela peut être très gênant dans certains contextes. Mais quand on parle de signature RSA, bien sûr, ça n'est pas la signature que je viens d'évoquer, mais des variantes qui incluent également ce qu'on appelle des paddings, des remplissages ou des formatages avant d'appliquer la signature RSA de base que je viens de présenter. Et en particulier, donc en 1996, Belarogoway ont formalisé ce qu'on appelle le full domain hash RSA, c'est-à-dire le schéma de signature marche comme précédemment, mais fait appel de plus à une fonction de hachage que l'on suppose dans le domaine complet, full domain, c'est-à-dire que la fonction de hachage retourne un élément, un condensé, dans Zn étoile au total, ou en tout cas un condensé de la taille du module petit n. Et ce que l'on va signer avec RSA, ce n'est plus M directement, mais H de M. Donc c'est H de M que l'on met à la puissance S modulo n. Et pour vérifier la signature, on vérifie que H de M est bien égal à sigma puissance V modulo n. Alors, ceci a plusieurs avantages, notamment ceci a l'avantage que cela permet de signer un message très long, puisque si on veut signer un message très long, la fonction de hachage va de toute façon compresser ce message en un élément de Zn étoile, et donc cela permet de signer même un DVD en une seule signature RSA.
Donc ça a rajouté un aspect pratique, mais sous des hypothèses appropriées sur la fonction h, on peut montrer que ce full domain h RSA est sûr au niveau le plus fort, que j'ai évoqué tout à l'heure, Chosen Message Attack, sous la seule hypothèse que le problème RSA est difficile. Et donc pour cela, là, je ne vais pas entrer dans les détails de la preuve, mais le jeu de sécurité est le suivant, où le challenger donc, génère clé publique, clé secrète. L'attaquant a accès à l'oracle de signature, a accès à la fonction de hachage. On fournit la clé publique à l'adversaire, et l'adversaire, après avoir interagi plusieurs fois avec l'oracle de signature et éventuellement la fonction de hachage, est en mesure de générer un couple message-signature valide et différent et nouveau. Et on peut donc, si on a un tel adversaire capable de gagner ce jeu avec un temps de calcul petit t, on est capable de casser RSA en un temps grand T. Malheureusement, la preuve initiale proposée par Belar-Hurgoway en 1996 avait une réduction assez coûteuse, puisque grand T était de l'ordre de QH fois T, où QH est le nombre de requêtes que l'attaquant peut faire à la fonction de hachage. En pratique, on peut estimer que l'attaquant pourra en faire un nombre assez important, par exemple de puissance 60. Et donc, si on refait l'étude par l'absurde de ce que cela apporte comme niveau de sécurité, on remarque que pour 1024 bits, 2048 bits ou 3072, on n'a pas de contradiction. On obtient un algorithme, dans tous les cas, qui est un algorithme de factorisation en 2 puissance 140 opérations, qui ne contredit même pas le meilleur algorithme de factorisation de 3072 bits, qui ne nécessiterait que 2 puissance 128 opérations. Donc, cette preuve initiale de Belar-Hurgoway validait un peu le design du full domain H, mais ne valide pas pour des tailles raisonnables de modules. Il faut vraiment utiliser un très grand module pour la sécurité. Néanmoins, en exploitant des propriétés spécifiques de RSA, à savoir la malléabilité, la multiplicativité de RSA, c'est-à-dire que x fois r puissance e, c'est x puissance e fois r puissance e modulo n, eh bien Jean-Sébastien Coron a proposé une preuve qui améliorait, donc toujours exactement du même système de signature, avec une preuve qui, là, cette fois-ci, fournit une réduction qui n'est plus en QH fois T, mais simplement en QS fois T, où là, cette fois-ci, on peut imaginer que le signataire n'acceptera pas de signer indéfiniment des messages. Et donc, si on considère que le signataire acceptera de signer au plus 1 milliard de messages sans trop faire attention, eh bien, la preuve de sécurité de Jean-Sébastien permet de montrer qu'avec un module de 2048 bits, si on a un attaquant contre cette signature en moins que 2 puissance 80 opérations, on obtient un algorithme contre RSA en moins de 2 puissance 110 opérations, ce qui contredit le meilleur algorithme de factorisation sur 2048 bits, et donc cela valide des clés raisonnables de 2048 bits. La norme qui devrait être utilisée quand on utilise la signature RSA a été proposée donc, dans ce même article par Belar-Hurgoway, que l'on appelle PSS pour Probabilistic Signature Scheme. Ce schéma de signature donc, passe non plus dans une fonction de hachage, mais dans une construction présentée ici, avec un aléa supplémentaire. Et ce qu'ils ont pu montrer sur cette construction, c'est que la réduction est là, cette fois-ci, très fine, puisque en gros, la réduction, le temps de calcul de la réduction est similaire au temps de l'attaque. Et donc, grâce à cette construction PSS, une signature RSA de 1024 bits fournit une sécurité en 2 puissance 80. Alors, je vais maintenant m'intéresser au chiffrement, qui, donc, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, le but du chiffrement est de garantir donc, la confidentialité du message clair. Et donc là, moi, je m'intéresserai uniquement au chiffrement à clé publique, donc où Bob possède un couple de clés publiques secrètes, KE, la clé publique de Bob, KD, la clé secrète de Bob. Alice, lorsqu'elle veut lui envoyer un message chiffré, va utiliser KE pour paramétrer l'algorithme de chiffrement E avec le message M et l'aléa petit r. Cela génère le chiffré petit c que Bob peut déchiffrer grâce à sa clé secrète KD. Alors pareil, quelle est la notion de sécurité que l'on peut souhaiter pour un schéma de chiffrement? Eh bien, donc, encore une fois, donc,
étant donné qu'il s'agit de cryptographie à clé publique, l'attaquant va avoir accès à la clé de chiffrement, la clé publique de Bob. Donc on génère clé publique, clé secrète. La clé publique est donnée à l'attaquant. On va lui chiffrer un message aléatoire, avec éventuellement un aléa supplémentaire. Et le but de l'attaquant est de retrouver le contenu de ce chiffré C étoile, de retrouver petit m, retrouver m étoile. Alors, c'est ce que j'ai appelé ici one-way CPA. Alors, pourquoi one-way CPA? Puisque c'est exactement la propriété de one-wayness, de fonction à sens unique que j'ai évoquée tout à l'heure. Là, cette fois-ci à trappe, puisque la clé secrète fournit une trappe à Bob pour déchiffrer le chiffré. Et CPA pour caractériser ce qu'on appelle Chosen Plaintext Attack, c'est-à-dire que l'attaquant peut chiffrer tous les clairs de son choix, ce qui est évident puisque on est dans le contexte de cryptographie à clé publique, donc la clé de chiffrement est publique, donc n'importe qui peut chiffrer n'importe quel message, d'où Chosen Plaintext Attack. Donc CPA en cryptographie à clé publique, c'est le niveau d'attaque de base. C'est bien sûr une attaque déjà plus évoluée en cryptographie symétrique où l'accès à l'oracle de chiffrement n'est pas forcément immédiat. Donc en cryptographie asymétrique, le chiffrement est public, donc accessible à tous. Alors, donc ça, c'est la première notion de sécurité. Est-elle suffisante? Alors, étudions le chiffrement RSA, encore une fois de base, qui consiste donc, où la génération des clés, c'est la génération de deux modules, de deux nombres premiers PQ. Le module N, c'est le produit de ces deux facteurs premiers. La clé secrète, la clé publique de chiffrement, c'est un exposant petit e. La clé secrète, c'est l'inverse de E, modulo phi de N, c'est-à-dire P-1 fois Q-1. Lorsqu'Alice veut chiffrer un message à destination de Bob, elle calcule le message M, elle calcule M puissance E modulo N. Lorsque Bob veut déchiffrer ce chiffré, il calcule C puissance D modulo N, puisque E et D étant les deux opérations, les puissances E et puissance D étant réciproques, cela permet de retrouver le message M. On peut aisément montrer, mais là il n'y a pas grand-chose à prouver, que ce chiffrement RSA est bien one-way CPA, donc non inversible, sous l'hypothèse RSA, sous l'hypothèse de la difficulté, la one-wayness du problème RSA, mais là on ne va pas le prouver, puisque en gros l'hypothèse RSA, c'est la sécurité de ce schéma de chiffrement. Maintenant, est-ce que, ce niveau de sécurité pour ce schéma de chiffrement. Maintenant, est-ce que one-way CPA est suffisant? Alors partons d'un schéma de chiffrement, par exemple RSA, qui serait one-way CPA, le jeu que je viens de présenter. Donc G, E, D sont le schéma de chiffrement de base, et je vais l'altérer un petit peu avec des primes, où G', donc c'est la même génération de clés. Le chiffrement, cette fois-ci, est un petit peu modifié, c'est-à-dire que quand je veux chiffrer un message M, qui est la concaténation de deux morceaux, eh bien je vais chiffrer M1 avec E, et M2, je vais le concaténer en clair à la suite du message. Donc ça me donne un chiffré C1, C2, où C1, c'est bien le chiffré de M1 sous PK et sous le chiffrement initial, C2, c'est M2. Donc le déchiffrement, il consiste simplement en fait, à déchiffrer C1 sous la clé SK, et pour retrouver M2, il suffit de recopier C2. Et donc je retourne M1, M2 de la façon suivante. Ce que l'on peut aisément montrer ici, c'est que si le schéma GED est bien one-way CPA, le schéma que je présente ici est également one-way CPA, puisque si pour un chiffré aléatoire, le chiffré d'un message aléatoire, l'attaquant est capable de retrouver le message clair, ça veut dire qu'au moins il est capable d'inverser le chiffrement de C1 et donc de casser le one-way CPA pour le chiffrement de base. Et donc là, c'est une manière quand même de vous convaincre que one-way CPA n'est pas une propriété de sécurité suffisante, puisque ce schéma satisfait cette notion de sécurité et pourtant, clairement, il ne cache pas, il ne garantit pas la confidentialité de l'intégralité du message. Notamment, M2, qui peut être la moitié, voire beaucoup plus que la moitié du message, reste en clair. Seule une petite partie du message clair initial est chiffrée. Donc il faut aller un petit peu plus loin dans la modélisation de la notion de sécurité. Et notamment, donc, imaginez que nous ayons un chiffré qui réponde à une question binaire oui, non, achat-vente. Un seul bit d'information peut être suffisant à l'attaquant. Donc un seul bit d'information à partir du chiffré pourrait lui être suffisant. Donc comment modéliser le fait qu'aucun bit d'information ne fuit dans le chiffré?
Donc on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure avec la sécurité parfaite qui garantit que la distribution du chiffré est parfaitement indépendante du message clair, c'est-à-dire que le chiffré ne contient aucune information sur le message clair, mais ça, on l'a vu, la sécurité parfaite n'est pas possible, en tout cas n'est pas efficace et en tout cas n'est pas possible en cryptographie asymétrique. Mais on peut avoir l'analogue calculatoire et donc espérer que la distribution du chiffré, bien qu'elle ne puisse pas être indépendante au sens statistique du terme du message clair, elle peut être calculatoirement indépendante du message clair. Donc ce que l'on va montrer, essayer de définir, c'est le fait qu'un attaquant ne doit pas être en mesure de distinguer un chiffré de M0 d'un chiffré de M1. Et pour cela, on aura besoin obligatoirement de chiffrement probabiliste. Et donc là, le jeu de sécurité qu'on appelle l'indistinguabilité, toujours CPA, est le suivant. Donc l'attaquant reçoit la clé publique, il va choisir deux messages M0, M1, on choisit un bit petit b, c'est-à-dire qu'on va lui chiffrer MB. Et le seul objectif maintenant de l'attaquant, ce n'est pas de retrouver le message qui a été chiffré, enfin, il pourrait simplement le retrouver, puisqu'il lui suffit simplement de savoir si c'est M0 ou si M1 qui a été chiffré. Il lui suffit, il va nous retourner un bit d'information. En quoi cela modélise bien le fait qu'aucune fuite d'informations sur le message clair n'apparaît dans le chiffré. Imaginez que l'attaquant arrive à retrouver le bit de poids faible du clair à partir du chiffré. Eh bien, il va mettre dans M0, il va faire finir M0 par le bit 0 et faire finir M1 par le bit 1. Quand on va lui chiffrer MB, il va être capable d'extraire ce bit d'information de bit de poids faible, et donc il va être capable d'extraire la valeur de petit b, et donc gagner ce jeu de sécurité avec bonne probabilité. Donc on modélise formellement l'avantage d'un attaquant contre cette notion d'indistinguabilité par l'espace de probabilité suivant, où on génère les clés. L'attaquant choisit M0, M1, on choisit un bit aléatoire, on chiffre MB, et l'attaquant retourne un bit B', et la probabilité que l'avantage de l'attaquant, ça va être la probabilité que l'attaquant retourne souvent B' égale B. Alors pourquoi le 2 fois probabilité de B' égale B moins 1 ? Puisque en fait l'attaquant pourra deviner B avec probabilité 1,5, rien qu'en lançant une pièce. S'il lance une pièce, il gagnera avec probabilité 1,5. Donc ce que l'on veut étudier, c'est quel est son biais par rapport à 1,5, donc d'où le 2 fois le facteur 2 moins 1 pour recentrer sur 0. Donc on veut que cet avantage ne s'éloigne pas trop de 0. Alors pour Elgamal, le chiffrement Elgamal qui repose fortement sur l'échange de clés Diffie-Hellman présenté tout à l'heure par Martin, donc qui travaille dans un groupe cyclique d'ordre Q. La clé secrète est un scalaire petit x, la clé publique G puissance x. Lorsque l'on veut chiffrer un message M, on choisit un élément R aléatoire, un scalaire R aléatoire, on calcule G puissance R, et on masque M par Y puissance R. Le déchiffrement consiste simplement à recalculer Y puissance R qui est égal également à C1 puissance X, c'est-à-dire que le chiffreur connaît R, donc calcule Y puissance R, mais le destinataire, connaissant petit x, calcule C1 puissance X qui est égal à Y puissance R. Donc en divisant C2 par C1 puissance X, on retrouve le message petit m. On peut montrer que le chiffrement Elgamal est sur indistinguable CPA sous l'hypothèse DDH, sous l'hypothèse Diffie-Hellman décisionnelle, qui est une hypothèse un petit peu plus forte que le problème Diffie-Hellman évoqué tout à l'heure. Le problème Diffie-Hellman évoqué tout à l'heure était, étant donné G puissance X et G puissance Y, il doit être difficile de retrouver G puissance XY. Le problème décisionnel consiste à dire qu'il doit être difficile, il est même difficile, de décider si, lorsque je vous donne un candidat, c'est la solution ou pas à ce problème. Et on peut montrer, il y a la preuve où on exhibe ici la réduction, où on part d'une instance DDH, où on génère les informations pour l'attaquant, et on arrive à une probabilité où l'avantage de l'attaquant est borné par 2 fois l'avantage que l'on peut avoir contre le problème DDH en un temps petit t donné, le temps t d'ailleurs de l'attaquant. Et donc si le problème DDH, si on a choisi les paramètres comme il faut, le problème DDH étant difficile, l'avantage de n'importe quel attaquant contre l'indistinguabilité est également proche de 0.
Néanmoins, même si l'indice Elgamal est sur un de CPA, ça n'est pas encore une notion de sécurité suffisante. Supposons que l'on veuille utiliser un schéma de chiffrement pour faire des enchères privées, où vous proposez votre offre, et à la fin de toutes les offres, l'autorité ouvre les offres et regarde laquelle est la plus élevée, et la plus élevée désigne le gagnant. Donc on imagine qu'on va utiliser un schéma de chiffrement à destination de l'autorité. Chaque utilisateur envoie son offre à l'aide de ce schéma de chiffrement. Et l'autorité ensuite ouvre tous ces chiffrés pour obtenir toutes les offres et désigner la plus élevée comme l'offre gagnante. Eh bien, si on regarde RSA, Elgamal, eh bien, on peut remarquer qu'à partir d'un chiffré Elgamal, si je multiplie C2 par 2, eh bien, j'obtiens un nouveau chiffré de 2M. C'est-à-dire que je ne connais pas le message que je vais transmettre, je ne vais pas connaître l'offre C', contenue dans C', mais je suis en mesure, à partir d'une offre C, de proposer une offre, contenue dans C, proposer une offre chiffrée qui sera 2 fois l'offre de mon concurrent. Et donc je vais à coup sûr gagner l'enchère. Je ne connais pas le montant, mais si je veux vraiment gagner, je peux à coup sûr gagner. Et pourtant, le schéma de chiffrement était sûr sous la notion de sécurité, indistinguabilité CPA. Donc ce qu'on remarque, c'est que l'indistinguabilité CPA ne garantit pas la non-malléabilité. Il est possible de modifier un chiffré de façon à ce que l'on maîtrise l'impact que cela a sur le message clair. Et donc la notion de sécurité la plus forte qui a été définie pour le chiffrement est ce qu'on appelle l'indistinguabilité, mais selon des attaques à chiffrer choisis. Où finalement donc on a le même jeu de sécurité que tout à l'heure, mais avec des accès supplémentaires à des oracles, les oracles de déchiffrement. L'attaquant a accès, avant de choisir M0 et M1, et une fois qu'il a vu C étoiles, il a accès à l'oracle de déchiffrement sur tous les messages de son choix pour recevoir le clair associé. Et l'objectif, bien sûr, dans la deuxième étape, il n'a pas le droit de demander C étoiles à l'oracle de déchiffrement, mais il peut demander tous les chiffrés autres que C étoiles. Et l'objectif de l'attaquant reste le même, déterminer si on lui a chiffré M0 ou M1 dans C étoiles. Donc comme l'attaquant a accès à toutes les requêtes de déchiffrement de son choix, c'est ce qu'on appelle CCA, Chosen Ciphertext Attacks. Et ce que l'on a montré avec Mihir Bellar, Anand Desai et Phil Rogoway en 1993, c'est que la notion de CCA garantit la non-malléabilité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des notions également très formelles pour modéliser la non-malléabilité, mais qui sont assez indigestes, et ça a été une bonne nouvelle que de pouvoir utiliser ce jeu d'indistinguabilité pour caractériser et modéliser une notion de sécurité qui inclut la non-malléabilité. Et donc, c'est pour cette raison que c'est le niveau de sécurité que l'on considère actuellement le plus élevé, que l'on essaie de satisfaire lorsque l'on décrit un système de chiffrement. Alors, en l'occurrence, Bellar et Rogoway ont également proposé OAEP, donc un formatage qui renforce RSA, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, RSA n'est que one-way CPA et n'est pas indistinguable. Et une manière de le renforcer est de lui appliquer ce formatage initial, où M c'est le message que l'on veut chiffrer, 0,0 c'est une redondance que l'on ajoute, et R un aléa. On fait passer tout cela dans ce réseau qui est un réseau de Festel, donc qui est la base du DES, mais uniquement à 2 tours. Et on obtient donc grand X et grand Y, et c'est ce grand X, grand Y que l'on fait passer dans la fonction RSA, c'est-à-dire que c'est grand X, grand Y qu'on met à la puissance E modulo N. Quand on veut déchiffrer, le petit c, on lui applique la puissance petit d pour retrouver justement X et Y, et on peut remonter, puisque à partir de Y ou exclusif H de X, on obtient petit r, avec G de R ou exclusif grand X, on obtient M et la redondance. Et donc, si on repère bien la redondance des zéros, on dit le chiffré est valide, et le message clair, c'est le M que l'on obtient, le début du bloc tout en haut. Et ce que l'on a montré avec donc Jacques Stern et des collègues japonais, c'est que RSA ou AEP est bien un de CCA sûr sous la seule hypothèse RSA.
Alors, la sécurité que l'on a apportée utilise le jeu de sécurité présenté ici, mais plus précisément, en fait, ce que l'on a montré, plus généralement, pas uniquement avec RSA, c'est que si un attaquant est en mesure d'extraire un bit d'information sur le message clair dans un chiffré, eh bien, dans ce réseau OAEP, l'attaquant est obligé d'avoir posé la requête h de x à un moment donné, et donc on arrive à extraire le grand X de l'attaquant. Et donc, ce qui veut dire qu'à partir d'un chiffré, on arrive à extraire un inverse partiel de petit c, et il se trouve que pour RSA, l'inversion partielle de RSA ou l'inversion complète sont équivalentes, mais malheureusement à un coût calculatoire assez important, ce qui fait que la réduction que l'on a proposée, donc qui encore une fois valide le design d'OAEP, malheureusement oblige des tailles de clés a priori importantes, puisque donc la réduction que l'on propose, si on a un attaquant en temps petit t contre le jeu de sécurité évoqué ci-dessus, et on arrive à construire un algorithme qui casse RSA en temps 2t, bon, ça c'est pas forcément très grave, mais le plus 3QH au carré, K3, pardon, donc avec un surcoût assez important, où QH donc, peut être assez élevé, de puissance 60, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, si on regarde l'impact sur les tailles que cela prouve, mais on remarque qu'on est obligé, finalement, pour avoir un RSA OAEP qui garantirait un niveau de sécurité au moins de 80 bits, il faut utiliser des modules supérieurs à 4096 bits. Avec Okamoto, on avait proposé en 2001 une transformation un peu plus simple, mais qui a l'inconvénient par rapport au OAEP d'augmenter la taille du chiffré. Donc on n'essaie pas de concurrencer OAEP, puisque le but d'OAEP par Belaragouet était de générer un chiffré de la taille d'un module RSA, mais qui est relativement simple, qui s'inspire d'ailleurs plutôt du chiffrement hybride ou chiffrement hybride, où on génère C1 un R puissance E modulo n, où R est un aléa. On utilise le R comme une clé éphémère qui sert à masquer le message M, et on a dans C3 de la redondance. Quand on déchiffre, on retrouve à partir de C1, on retrouve le petit r. À partir du petit r que l'on démasque, on démasque C2 pour retrouver M, et on peut vérifier la redondance. Si la redondance est satisfaite, on retourne le message, sinon on retourne chiffré invalide. Ce que l'on a montré pour cette construction, c'est que, comme pour RSA PSS pour la signature de Belaragouet, on peut montrer que le niveau de sécurité 1 de CCA est en gros équivalent à RSA, puisque la réduction est en gros n'a quasiment pas de surcoût. Et donc, pour un module de 1024 bits, on obtient une sécurité en 2 puissance 80. Donc pour conclure, grâce à la sécurité prouvable ou prouvée, donc on arrive à préciser on précise les jeux de sécurité que l'on veut garantir, c'est-à-dire les garanties que l'on veut avoir face à un attaquant. Et également, on peut préciser le niveau de sécurité en fonction des ressources que l'attaquant pourrait mettre en œuvre pour casser notre système. Mais il faut être conscient aussi que, comme toute preuve, un théorème est toujours sous un ensemble d'hypothèses, et donc les hypothèses sont parfois fortes, puisque donc, on repose sur des problèmes calculatoires tels que la factorisation ou d'autres problèmes, donc il faut toujours veiller à connaître toujours les meilleures attaques existantes contre ces problèmes difficiles. On peut aussi avoir, donc, dans tous les exemples que j'ai donnés, on faisait des hypothèses assez fortes sur les fonctions de hachage que j'évoquais, à savoir on se plaçait dans le modèle de l'oracle aléatoire, parce que les constructions sans oracle aléatoire sont un petit peu plus complexes, donc je n'ai pas voulu les détailler ici. Et surtout aussi, on fait l'hypothèse que toutes les informations obtenues par l'attaquant sont via des oracles qui répondent instantanément et qui ne fournissent pas d'informations autres que les informations que l'oracle est censé fournir. Et donc, l'objectif des cryptographes est donc d'étudier, comme je le disais, les meilleures attaques sur les hypothèses sous-jacentes, définir des modèles de sécurité réalistes et forts, modéliser correctement les fuites d'informations qu'il peut y avoir, donc donner les bons oracles à l'attaquant, et ensuite décrire, si possible, des schémas qui ont des réductions de sécurité les plus fines possibles.
Et ensuite, lorsque l'on a fait tout ça, il faut aussi vérifier que l'implantation, la programmation et que l'usage qu'il en est fait satisfait bien toutes les contraintes que je viens d'évoquer. Merci.